Bonjour, Philippe Curie. Donc, je suis océanographe. Je vous fais une conférence sur l'impact du changement climatique et les effets combinés aussi de la surexploitation, ce que ça engendre sur les écosystèmes marins, sur la biodiversité marine et toutes les tempêtes que cela produit en quelque sorte dans le milieu marin. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Philippe Curie, qui est océanographe et biologiste, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche et de développement en France. Vous avez été président également du conseil scientifique de l'Institut océanographique de Monaco pendant 12 ans. Vous avez publié plus de 170 articles dans des revues internationales et été l'auteur de nombreux ouvrages grand public. Je vais en citer quelques-uns. Une mer sans poisson aux éditions Calman Levy, Mange tes méduses aux éditions Odile Jacob, L'Océan révélé aux éditions du CNRS et plus récemment Obstinate Nature avec Daniel Pauly en 2021. Chacun d'entre nous a un lien bien particulier avec l'océan. Il nous attire, il nous impressionne, il nous fascine, parfois il nous apaise. Mais ce soir, nous allons essayer de répondre à cette question qui nous concerne tous. Comment se portent nos océans ? Quelle pression le monde moderne exerce-t-il sur les écosystèmes marins? Quels sont les impacts de la surpêche ou du réchauffement climatique, de la pollution par les plastiques? Les hommes sont-ils toujours dépendants de la pêche pour se nourrir? Doit-on s'attendre à la disparition de certaines ressources de poissons ou doit-on se résigner à manger des méduses? Qu'en est-il de l'aquaculture? Devant toutes ces questions, devant la complexité des écosystèmes, devant l'immensité de la tâche, on peut se sentir très démuni. Et pourtant, concrètement, quelle approche faut-il avoir pour contrer ces tempêtes? C'est à toutes ces questions que notre conférencier va tenter de répondre ce soir. Il va nous présenter son exposé pendant 1h15, à l'issue duquel il y aura une séance de questions-réponses. Bonne conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la FIS pour avoir organisé cette conférence. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'être parmi vous. D'autant que quand on annonce des avis de tempête, généralement, on reste chez soi. Donc, merci à vous tous d'être venus. Les tempêtes, on les expérimente en milieu terrestre, un peu moins en milieu marin. Pourtant, les milieux terrestres et le milieu marin sont intimement connectés au niveau de la biosphère. Alors, si on fait une coupe, alors ça, c'est un peu... voilà, si on prend la Terre et si on fait une coupe sagittale, on a cette petite enveloppe, une mince pellicule de vie qui contient absolument tout le vivant. Et ça fait une épaisseur de 50 à 70 km, suivant les profondeurs des océans et de notre atmosphère. Donc, on a cette couche qui est absolument infime, je dirais, à l'échelle de l'univers, parce que jusqu'à preuve du contraire, des traces de vie ailleurs, on n'en a pas encore trouvé. Donc, c'est cette mince couche de vie qui est en péril aujourd'hui, qui s'appelle la biosphère. Donc, il y avait une hypothèse qui avait été émise par un climatologue, James Lovelock, et puis aussi un microbiologiste, Lynn Margulis, dans les années 70, et que la Terre, si vous voulez, ce serait en quelque sorte un système dynamique qui inclut la biosphère et maintient notre planète depuis 3 milliards d'années en harmonie avec la vie. Alors, c'est quoi? C'est finalement cette biosphère qui contient tout le vivant, végétal, animal, et qui est en interaction avec le climat, un climat qui est propice au vivant, mais aussi cette interaction du vivant vers et on voit bien l'effet, par exemple, des forêts sur le climat, l'interaction du végétal ou du monde vivant sur le climat. Donc, on avait cette idée-là, et c'était bien sûr que si on imagine un réchauffement comme nous le prédit l'IPCC, un réchauffement de 2 ou 3 degrés, c'est vrai que si on voit ça un peu comme cette biosphère comme une entité dynamique et interactive, on imagine par exemple mal
notre corps humain qui augmenterait de degrés. Bien sûr, il faut recombiner, je dirais, tout notre organisme. On va parler des océans. Bien sûr, vous savez qu'il y a 4 océans, Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Antarctique. Et en réalité, ils sont tous reliés entre eux. Et c'est ce qu'on appelle l'océan mondial. Alors, il y a eu beaucoup de travaux, et des travaux extrêmement anciens, sur l'océan et puis ses mystères. Alors, on a par exemple un des premiers qui a décrit les poissons, c'est Rondelet. C'était un médecin, parce qu'à l'époque, quand on était naturaliste, on était médecin, et qui a décrit les poissons. Alors, tous les poissons, c'est le premier à avoir décrit les poissons, 1558, dans son livre sur l'histoire des poissons. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est de voir un peu toute cette fantasmagorie autour des océans. Et vous voyez dans son livre, on voit apparaître, alors, une très bonne description de toutes les espèces, les dorades, les espadons et tout ça. Toutes les espèces sont bien décrites et bien illustrées, mais de temps en temps, à certaines pages, on a des monstres. Alors, il y a le célèbre monstre marin en habit d'évêque qui apparaît à la fin du livre. Alors, c'est un petit peu étonnant, bien sûr, et un monstre marin en habit de moine. Donc, ça, et puis, bien sûr, il y a eu toutes les épopées, toutes les grandes découvertes. Et puis, vous avez, par exemple, mais même 2 siècles plus tard, vous avez Robinet, qui explore, qui parle du milieu marin. Et vous voyez, vous avez plein de sirènes ou de monstres là qui sont représentés. Au passage, Robinet a beaucoup inspiré dans ce transformisme qu'il a représenté, vous voyez, parce qu'ils ont tous, ils sont mi-poisson, mi-homme, mi-femme. Celui-là est tout à fait étonnant, là, ce petit poisson avec une petite tête d'enfant. Et il a beaucoup inspiré Darwin. Donc ça, c'était assez drôle. Alors, bien sûr, quand on parle des océans, on parle des poissons. Il y a une vingtaine de milliers d'espèces de poissons. Et c'est cette richesse extraordinaire. Et vous avez, qui est représentée ici, ça, c'est une mosaïque romaine que vous trouvez, que j'ai pris en photo à Sousse, au muséum de Sousse en Tunisie, et on voit cette richesse absolument extraordinaire que nous proposent les océans avec tous ces poissons et ces nombreuses espèces de poissons. Alors, très tôt, la mer, ça a été un espace ouvert. Il fallait pouvoir développer les grandes expéditions, et il fallait, donc il y a eu Hugo Grotius. Hugo Grotius, c'était un juriste, c'est un des premiers juristes qui s'est intéressé au milieu marin, et il a dit mare liberum. Mare liberum, donc la pêche en mer est en accès libre. Il est impossible d'en épuiser toutes ses ressources, donc on peut développer toutes nos activités à la fois de conquête, d'exploitation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque, il y avait Selden, un Anglais, qui avait fait un ouvrage qui était complètement opposé, qui était Mare Clausum. Mare Clausum, donc il voulait une appropriation des océans. Donc, ils se sont opposés, et finalement, ce qui a été acquis, je dirais, c'est ce mare liberum, c'est-à-dire les océans sont des espaces ouverts et sur lesquels on va pouvoir conquérir. Et il y avait aussi toute une littérature. Alors là, j'ai cité un exemple, c'est Arnaud de Nobleval et Salerne, au XVIIIe siècle, qui faisait état de ces poissons qui pondent des tonnes d'œufs, des milliers, des millions d'œufs. Quand vous avez une morue, alors une morue, ça peut faire 2 mètres de long, ça pond des millions d'œufs. Et ce qui est donc des considérations, bien sûr, quand on voyait tous ces œufs, on se disait la mer produit énormément d'œufs, et les poissons, quel que soit le nombre de morues mangées par l'homme, ce qui reste est toujours largement suffisant pour nous restituer le même nombre 1 ou 2 ans plus tard. Alors, ça a inspiré pas mal de gens, notamment Alexandre Dumas qui a fait un grand livre de cuisine, alors où il y a beaucoup de truffes, de crème fraîche et de tas de choses, mais c'est très intéressant à lire parce que dedans, il y a plein de descriptions biologie de tous les animaux qui cuisinent et d'écologie. Et puis, il reprend aussi des arguments, alors, vous voyez, sur cette grande fécondité des poissons, qu'on retrouve d'ailleurs dans Michelet, dans la mer de Michelet. Et alors donc, il fait un calcul, donc il se dit que si une morue pond des millions d'œufs, il y a
il estime tant de morues dans la mer. Nous avons calculé que si aucun accident n'arrête l'éclosion des œufs, et si chaque morue atteint l'âge adulte, il ne faudrait que 3 ans pour que la mer ne se remplisse et que nous puissions traverser l'océan Atlantique à dos de morue. Donc, allons-y, exploitons les océans, il n'y a aucune limite. Alors, juste un petit argument, on va faire un tout petit peu d'écologie. Il y a une chose absolument fantastique chez les poissons. Tous les poissons, donc les 17 500 espèces de poissons marins, pondent des œufs d'1 millimètre. Alors, vous avez, par exemple, un thon rouge qui peut faire 3 mètres et 900 kilos, il pond des œufs d'1 millimètre, donc il va en pondre beaucoup. Et vous avez un petit goby qui fait quelques centimètres, moins d'une dizaine, il pond aussi des œufs d'1 millimètre, tous. Et on va voir, c'est pour ça que ça a fasciné, je veux dire, tous ces écologistes, même ces cuisiniers, de cette fécondité des océans. Alors, en réalité, aujourd'hui, on voit qu'il y a de nombreuses pressions sur les océans. Alors, en milieu terrestre, on les perçoit bien. En milieu terrestre, ces pressions, vous voyez, là, c'est une fresque un peu historique depuis le mammouth jusqu'à aujourd'hui. On voit bien nos espaces terrestres qui sont très occupés par nos industries, l'exploitation minière, etc. On le voit beaucoup moins, je dirais, en milieu marin. La pêche est plus subtile. Maintenant, on a vraiment une approche spatiale de l'océan parce qu'il y a de l'exploitation de ressources minières, il y a de l'éolien, il y a beaucoup de choses qui se produisent et qui sont des activités importantes. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde globalisé, hyper connecté et exploité. Je vous cite simplement un exemple. Le fret maritime représente 80%, transporte 80% de nos biens. C'est-à-dire nos chemises, nos voitures, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, 80%, et c'est 11 milliards de tonnes, vous voyez, en 2021. Donc, ce sont des activités absolument immenses, extrêmement importantes, que depuis la côte, on perçoit, je dirais, assez mal, mais une activité très importante. Alors, il y a eu un article récent que vraiment j'aime bien en 2021, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs, je vous l'ai dit, d'activité dans ce milieu marin. Et quand on regarde l'économie associée à ces activités, on voit qu'il y a une concentration dans l'économie océanique. Et c'est ce que ces auteurs ont appelé Ocean 100, océan 100. Alors 100, pourquoi ? Parce que quand vous prenez les 100 plus grosses entreprises internationales, ils captent 60% du chiffre d'affaires total issus des océans. Donc, vous voyez, et là, dans ce rond, voilà, dans ce rond-là, vous avez les pourcentages pour les 10 premières entreprises. Alors, par exemple, pour le transport de containers, les 10 premières entreprises mondiales concentrent 85% de l'activité, 93% pour le tourisme des croisières, etc. Donc, on le voit. Et ça, c'est important, je pense, pour nos conclusions, c'est qu'on parle beaucoup de transition écologique, transition économique. Il faut raconter sur ces grands acteurs-là, parce qu'il y a une grande concentration en milieu marin de l'économie. Alors, qui dit de très nombreuses activités, dit de nombreux impacts, et c'est ce sur quoi on va se pencher maintenant. Alors, c'est vrai, vous avez vu dans vos journaux des tas de photos qui illustrent ces impacts sur ces océans qui sont à la fois pollués parfois et qui sont beaucoup plus chauds, acides et qui sont aussi surexploités. Alors, tempête numéro 1, les plastiques. Alors, je ne suis pas expert en plastique, mais il y a une situation qui est aujourd'hui préoccupante. C'est cette production de plastique. On a du plastique absolument partout. C'est vrai que quand moi j'étais jeune, il n'y avait pas de plastique. Mais je ne sais pas comment on a fait, mais plastique, c'est une chose fantastique. Je veux dire, ça se produit, ça ne coûte rien, ça emballe tout. Donc, on a une production de 400 millions de tonnes. Alors, c'est vrai que cette production, elle est aussi très développée en Asie. Alors, juste vous raconter une anecdote.
avec ma femme, on part en vacances au Vietnam, et puis, vous savez, on loue des petites mobylettes. Alors, on nous dit, allez à la plage, là-bas, elle est belle, on y va, donc on part avec notre petite mobilette, et puis on se trompe de plage. On se trompe de plage. Donc, on n'a pas été sur la plage qui avait été nettoyée auparavant, et on est arrivé, je vous dois dire que c'est un spectacle qui m'a vraiment fait grincer, parce qu'on est arrivé sur une plage, de loin, en photo, c'était merveilleux, une belle plage d'1 kilomètre de long, avec des beaux palmiers, et dessus, il y avait au moins 10 centimètres de déchets de plastique. Donc, on n'a même pas pu mettre notre serviette. Donc voilà, sur ces 400 millions de tonnes, il y a à peu près... Alors, c'est des estimations qui sont un peu difficiles à évaluer, mais c'est à peu près 17 millions de tonnes qui partent à la mer. Donc, vous me direz, c'est peu sur 400 millions de tonnes, mais c'est beaucoup. Pourquoi ? Parce que les chercheurs se sont intéressés à l'impact de ce plastique sur le milieu marin. Alors, je dois vous avouer que moi, j'étais directeur d'un centre océanographique, et il y a 15 ans, on ne se préoccupait pas trop de l'impact de ces plastiques sur la faune, etc. Donc, il n'y avait pas de recrutement vraiment de chercheurs sur ces thématiques-là. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu que, ben voilà, donc ça, vous l'avez vu dans les journaux grand public, vous avez des oiseaux qui s'en mêlent dans des fils plastiques, vous avez des tortues marines, etc., qui s'empêtrent dans des filins plastiques, etc. Et le jour où vraiment j'ai été saisi par l'impact de ces pollutions, c'est le jour où j'ai lu des articles qui ont démontré que toute la production primaire, production secondaire dans les océans, c'est-à-dire toutes ces animalcules, ce qu'on a des copépodes, des petits animaux qui sont de la taille de quelques millimètres ou de quelques microns, sont infestés par ils s'alimentent sur des particules de plastique. Donc ça, ce qui veut dire que aujourd'hui, les chaînes alimentaires dans le milieu marin sont envahies par ce plastique. Alors, il y a François Calcani, ça c'est le chercheur au niveau national qui est vraiment l'expert en plastique, et je le contacte donc avant cette conférence, il me dit, je viens de faire une plongée en face de Nice à 2000 mètres de profondeur, et voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu. Donc, je vous laisse voir ça, c'est pas brillant. Voilà, il y a tous nos déchets qu'on retrouve. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de plastique, il y a un peu de métal, mais il y a surtout du plastique. Voilà, j'arrête le musée des horreurs. Mais vous voyez, il ne s'arrête pas. Alors, je vais vous parler de la tempête numéro 2, la surexploitation. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, je vais vous parler donc de la pêche qui est une activité ancestrale. La pêche, ce qui est important de dire, je pense, c'est que c'est notre ultime exploitation d'une ressource sauvage à une échelle industrielle. Aujourd'hui, la chasse, c'est plus une activité industrielle, c'est une activité récréative et qui ne sert pas vraiment à nous nourrir au quotidien. Donc, c'est important parce que c'est un rapport extrêmement fort avec la nature et avec le monde vivant. Et c'est vrai que depuis 2000 ans, nos sociétés, elles vivent de quoi ? De l'agriculture, de l'élevage. C'est ce qu'on a appelé la révolution alimentaire. Et voilà, donc la pêche, est-ce que c'est une activité qui va, comme l'agriculture, disparaître ? Je ne sais pas. Et qui va peut-être, est-ce qu'elle va survivre, est-ce qu'elle va suivre le même destin que la chasse ? La pêche, c'est une activité mondiale. On pêche absolument partout, dans tous les écosystèmes mondiaux. On pêche dans les milieux coralliens, on pêche dans les mangroves, on pêche en surface, on pêche des thons partout, dans tous les océans. On pêche dans la colonne d'eau, on pêche ce qu'on appelle des poissons pélagiques, c'est-à-dire sardines, anchois, maquereaux qui vivent là. Et puis on pêche au fond, à des profondeurs de plusieurs, parfois milliers de mètres.
Donc, on pêche partout. Et ce qui est intéressant, c'est que la pêche, elle nous apporte quelque chose comme 8-10% de notre protéine, mais vous voyez l'impact en termes de surface, c'est 4 fois moins que l'agriculture. Donc voilà, on pêche absolument partout. C'est une activité qui a donc un impact très fort sur la biodiversité. Autre chose qui est intéressante de constater, c'est que le poisson, c'est presque un poisson sur deux voyage quand il est commercialisé. Donc, vous voyez, près de 40% de la production mondiale entre sur un marché international. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer avec le blé ou le riz, et c'est beaucoup moins le blé. Pourtant, on pourrait penser le contraire. Mais donc, c'est un produit, je veux dire, qui est vraiment est commercialisé à très grande échelle. À très grande échelle. Alors, on va regarder. J'ai juste quelques courbes. Elles sont très simples. Et puis, je vais les commenter. J'espère que très facilement. Donc, on a les Nations Unies collectent tous les statistiques de pêche parce que vous voyez, après-guerre, on s'est dit il faut qu'on comprenne les apports en aliments pour l'humanité. Donc, il faut qu'on suive ces statistiques-là. Donc, juste, vous voyez, depuis les années 50, on sait que dans les années 50, on pêchait, voilà, c'est le pavé en bleu, là, c'est la courbe bleue. On pêchait 25 millions de tonnes. Et puis, vous voyez, la pêche sauvage, elle n'a pas arrêté d'augmenter jusque dans les années 90. Et puis, vous voyez, là, il y a comme un plateau. Alors, ce plateau, en réalité, c'est qu'on a atteint une limite. Alors, vous savez, on parle beaucoup de limites planétaires. Eh bien, en voilà une. C'est une limite planétaire. La limite planétaire de la pêche, c'est à peu près, grosso modo, 100 millions de tonnes. On peut pêcher 100 millions de tonnes. On a pêché 100 millions de tonnes. Et en réalité, depuis les années 90, ça stagne. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, on a développé l'aquaculture. Et vous voyez cet essor absolument formidable de l'aquaculture qui est ce pavé. Alors, c'est quelle couleur? Ça, c'est un rouge. Voilà. Je suis un peu daltonien, donc je ne vais pas commenter les couleurs. Voilà. Donc, tout ça, c'est de l'aquaculture. Et voyez cette tendance dans la consommation, dans la production, finalement, de poissons. Et ça, pourquoi il y a eu cet essor formidable? C'est dû à cette courbe-là. Cette courbe-là, vous voyez, c'est une courbe qui n'arrête pas de monter. Et qu'est-ce que c'est cette courbe? C'est notre appétit pour le poisson. Et nous, Français, Vietnamiens, Africains, on n'a pas cessé depuis les années 50 à accroître notre consommation en poisson. Alors, quand on rapporte ça à un habitant moyen, vous voyez que dans les années 50, on mangeait 7 kilos par an de poisson. Aujourd'hui, c'est 21 kilos. Alors en France, c'est 34 parce qu'on aime encore plus ça. Et alors, je dirais que ça affole un peu cet accroissement permanent de la consommation de poissons, affole les Nations Unies parce qu'on se demande où est-ce qu'on va s'arrêter. Alors, juste une petite... sur les prix, vous l'avez vu, les prix des poissons, ça augmente beaucoup. Et le poisson est en train de devenir... il est d'ailleurs un produit de luxe. Pourquoi? Eh ben, c'est aussi parce que, je vous ai dit, on échange beaucoup les poissons entre pays. Et vous voyez, la production, ça c'est une courbe qui vient de paraître, la production en Europe. Alors, production en Europe, on ne voit pas très bien. C'était 7 millions de tonnes et on en est à 3,5. On a presque divisé par deux notre production, donc dû à la surexploitation. La production en poisson en Europe a beaucoup baissé. Donc, ce qui veut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on importe beaucoup de poissons. On importe 70% de notre poisson. Alors, nos préférences vont bien sûr au saumon, qui est un saumon d'aquaculture qui vient de Norvège ou d'ailleurs, mais pas, surtout de Norvège. Vous avez les crevettes. Crevettes, c'est l'Asie. Et puis, la morue, par exemple. La morue, ça vient de Norvège. Le merlu, ça vient d'Afrique du Sud ou du Chili. Donc, vous le voyez, dans cette consommation, elle est vraiment importée et avec une demande qui est toujours plus grande et des prix qui s'accroissent beaucoup. Alors, il y a
bien sûr, la FAO a fait des projections sur les demandes futures. Alors, ils ont fait tourner leur ordinateur sur la consommation par individu et puis l'accroissement des populations. Et vous voyez, alors là, on reviendra là-dessus parce que, vous voyez le chiffre de l'Afrique, il va falloir en 2050 produire 74% de plus si on continue les tendances observées. Alors en Europe, ça va se stabiliser. En Asie, plus 12%. Vous voyez, bon, différents chiffres pour différents pays. Et puis, vous voyez, au niveau mondial, il va falloir produire plus. Donc, on va voir si ça va être vraiment réalisable. Les Nations Unies, en recevant ces statistiques, alors ils font plein de calculs un petit peu compliqués pour savoir si un stock est en bonne santé, s'il est sous-exploité, surexploité, ou donc ils classifient, ils reçoivent des dizaines de milliers d'informations, et puis on passe ça à la moulinette et on regarde si l'évolution de ce qu'ils appellent la surexploitation. La surexploitation, c'est le pavé orange. Et là, le pavé orange, vous voyez que dans les années 74, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'était à peu près 25%. Et vous voyez que ça n'a cessé. Et ça inquiète aussi, je dirais, les Nations Unies, c'est de voir que on n'arrive pas à infléchir cette courbe qui augmente. Et aujourd'hui, on est à 38%. Juste pour commentaire, en Europe, on est à 40%. Donc, on s'est amélioré parce qu'on était, il n'y a pas encore si longtemps, à 60% de stocks surexploités. Aujourd'hui, on est 40%. Donc, si vous voulez, moi, tout mon métier depuis 40 ans, c'était essayer d'infléchir cette courbe. Voilà. Donc, on a eu beaucoup de mal. On a beaucoup de mal, mais on n'a pas infléchi cette courbe. Bon, on n'a pas la prétention non plus au niveau mondial. Mais vous voyez, dans certains pays, on arrive à infléchir la courbe, comme par exemple en Europe, on a repassé de 60 à 40, mais au niveau mondial, on n'a pas réussi. Alors, l'impact de cette surpêche et de cette pression qu'on met sur les océans, c'est la disparition. Alors, on a tous un peu peur des requins. Mais par exemple, si vous vous baignez en Méditerranée, n'ayez pas peur, il n'y en a presque plus. Ils ont diminué de 99%. Donc, j'ai un collègue, Soldo, qui m'a donné cette diapositive et qui m'a dit, voilà, moi, je travaille avec les pêcheurs, je leur donne un iPhone, et puis dès qu'ils voient un requin, ils travaillent dans l'Adriatique, ils doivent m'envoyer l'information. Donc, il leur envoie l'information, et ça fait longtemps qu'il travaille, mais vous voyez que toutes ces espèces-là, il n'en a pas vu. Alors, celle-là, depuis 10 ans, il n'en a pas vu un exemplaire. Celle-là non plus. Celle-là, 30 ans, et plus de 30 ans. Alors, je lui ai demandé, mais Soldo, pourquoi vous ne publiez pas ça dans des revues? Il me dit, mais si, on a toute cette histoire de disparition d'espèces et d'extinction locale, c'est très difficile à publier dans la littérature scientifique classique parce que le référé vous renvoie votre article en disant mais il y en a peut-être encore un, donc on ne peut pas dire qu'il y a disparition. Voilà, donc, et ça, j'en ai discuté avec ce collègue-là, mais j'en ai discuté aussi avec des Californiens qui m'ont fait indépendamment exactement la même réflexion. Donc, il y a des disparitions locales d'espèces. Alors, il y a aussi des analyses, si vous voulez, du déclin à partir de références historiques. On retrouve dans les livres, alors c'est plus ou moins calibré, mais on retrouve dans les livres. Donc, on s'aperçoit que, vous voyez, il y a des déclins qui sont assez fantastiques, comme par exemple les poissons qui remontent dans les rivières, comme les saumons, comme les esturgeons. Vous avez aussi les tortues marines, et puis vous avez aussi les oiseaux marins, etc. Vous voyez, vous avez des pourcentages autour de 70-80% de baisse, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de populations qui sont entre 10 et 20% de ce qu'elles étaient. Alors, imaginez la France avec 6 millions ou 7 millions d'habitants. Ça ne fait pas beaucoup, on ne se verrait pas beaucoup entre nous. Donc, c'est un peu ce que produit à l'heure actuelle ces problèmes de surexploitation. L'autre élément aussi, c'est que vous ne trouvez plus de très gros poissons. Alors, vous voyez, là, il y a un mérou qui doit faire pas loin de 2 mètres, un flétan, et puis un autre, ça va être peut-être une courbine. Donc ça, c'est des photos d'archives.
je ne sais pas si vous vous souvenez, mais autrefois, il y avait ces grandes turbotières qu'on avait et qui étaient, moi, j'en ai mis à la remise une qui doit faire 1 mètre. Donc, ce qui veut dire que c'est qu'on prenait le poisson et puis on mettait ça en courbouillon. C'était des très gros poissons. Donc ça, c'est une chose qui a été étudiée par les scientifiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve plus de gros poissons. Alors, j'ai commencé ma carrière au Sénégal et vous voyez, je ne sais pas si vous avez été au Sénégal, mais il y a ces belles pirogues. Il y avait 3000 pirogues. C'était dans les années 80, donc je commençais ma carrière et on m'avait dit va à Cayar ou à Saint-Louis, tu comptes les pirogues, tu regardes ce qu'il y a dedans et voilà. Et puis on faisait des statistiques de pêche et j'ai travaillé sur le mérou. Mérou, qui est ce poisson-là, c'est le tiof. Alors ça, c'est un poisson vraiment légendaire. Au Sénégal, parce que vous savez, il y a le thieboudienne, c'est le plat traditionnel avec un morceau normalement de tiof, c'est un mérou qui migre depuis la Mauritanie. Donc, j'ai vu dans les années 80 l'incroyable productivité des océans. C'est-à-dire que je me promenais sur la plage, il y avait chaque pirogue ramenait donc il y en avait à l'époque, il y en avait plus de 3000 pirogues, distribuées sur tout le littoral, mais à Cayar et Saint-Louis, elle ramenait entre 7 et 80 mérous qui faisaient 1 mètre de long. Et j'ai vu cette productivité et je l'ai vue pendant 4 ans. Et je me suis dit, ça va durer toujours. Erreur, ça n'a pas duré. Et nos modèles, si vous voulez, les modèles qu'on faisait tourner, les modèles de ce qu'on appelle de dynamique de population, ils ont été vraiment optimistes parce qu'ils se sont trompés. On croyait que ça... Voilà, donc on a... Et le résultat n'a pas été formidable parce qu'on a vu l'effondrement. Et c'est vrai que le nombre de pirogues a plus que doublé aujourd'hui. Et on a une grande surexploitation. Et vous voyez, il y a ce poisson. Aujourd'hui, vous demandez à un Sénégalais ce qu'il a vu un tiof. Généralement, ils ne connaissent pas ou ils n'ont pas vu ce poisson. Donc voilà. Donc ça a été... Jacques, moi, ça a été un choc. Et voilà, vous voyez, en termes d'abondance, voilà ce que ça donne. Je ne vous donne pas l'échelle parce que aujourd'hui, on doit pêcher 50 tonnes de petits tiof alors qu'on en pêchait 6000 tonnes auparavant. Donc ça a été... Ça m'a montré, je dirais, la grande productivité des océans, ce qui est capable de produire un océan, mais aussi des effets de la surexploitation. La surexploitation, c'est aussi utiliser des engins de pêche qui détruisent les habitats marins. Et le chalut, vous savez, le chalut, c'est ça. C'est un grand filet qui est lesté vous voyez, qui rabote le fond et parfois avec une grande intensité. Parfois, une même zone est chalutée plusieurs fois par an. Donc, vous voyez, vous avez par exemple là tous ces traits de chalut sur le fond qui sont érodés. Alors voilà ce que donne à peu près un fond chaluté. Alors, ça, c'est important. C'est important parce que dans le milieu marin, c'est différent du milieu terrestre. Et c'est différent en quoi? Vous avez, dans le milieu terrestre, vous avez des forêts. Des forêts, il y a beaucoup de végétaux et puis un petit peu d'animaux. Et dans le milieu marin, au fond, c'est tout l'inverse. Vous avez très peu de végétaux et beaucoup d'animaux qui sont les coraux, les éponges, les mollusques et beaucoup d'animaux. Et ça s'appelle les forêts animales marines, Marine Animal Forest. Et ce terme a été inventé c'est intéressant, par Wallace. Wallace qui était, vous savez, Wallace et Darwin ont publié en même temps la théorie de l'évolution en 57, et puis en 58, Darwin a sorti son grand livre, L'origine des espèces. Mais voilà, donc c'était un type absolument formidable, ce Wallace, et il a inventé ce terme de forêt animale marine. Et il faut vraiment voir le fond des océans comme un tapis d'animaux avec très peu de végétaux. Donc c'est vrai que le chalutage et l'évolution des fonds marins, c'est un thème important et qui détruit vraiment plein de choses qu'on ignore. Je veux dire, les mollusques, les vers, tout ça, ces populations-là sont très peu suivies et assez mal suivies, sauf par quelques chercheurs, mais c'est vraiment épiphénoménal. Alors donc,
si vous voulez, la surexploitation, elle a engendré moins de poissons. On a moins de poissons dans l'océan et ils sont aussi plus petits. Plus petits. Alors, par exemple, si on prend l'Atlantique nord-ouest, il y a des séries, des très grandes séries qui ont calculé le poids moyen d'un poisson dans l'océan. Donc, en faisant des tas de calculs de pondération. Et on s'est aperçu que dans les années 70, un poisson, si vous mettiez un masque, vous plongiez dans les années 70, c'était à peu près 800 grammes. Aujourd'hui, c'est 180 grammes. Donc, vous voyez que les poissons sont beaucoup plus petits et puis moins abondants. Alors, le changement climatique. On est tous aujourd'hui conscients du changement climatique et c'est vrai qu'on voit plein de... Vous voyez, je lisais tout à l'heure ou hier que dans le Pays Basque, tout le monde était content parce qu'il fait 28 degrés et que tout le monde se baigne au mois d'octobre. Bon. Alors, c'est vrai qu'on voit ça, il y a plein d'anecdotes. Il y a plein d'anecdotes. Et là, par exemple, vous avez une courbe qui monte. Bon, c'est la température de l'eau qui augmente. Bon. Ce que je voudrais, moi, bien sûr, on a tous conscience de ce changement climatique, plus ou moins. Et il y a une courbe qui m'a vraiment marqué et qui m'a dit que qui m'a fait comprendre que c'était un sérieux problème. C'est cette courbe-là. Alors, cette courbe-là, ça a été produit par les climatologues sur une très grande durée, sur 5. Vous voyez, c'est du temps, là, ici, on est du temps des dinosaures. Donc, temps des dinosaures, la température de la Terre, c'était 5, 10, 15 degrés de plus. Donc, les dinosaures, ils vivaient dans un milieu tropical, certainement très luxuriant, etc. Et donc, on le sait, il y a eu des fluctuations vraiment très fortes et avec des refroidissements. Et on arrive au néolithique, on arrive aux 10 000 dernières années. Et regardez, c'est absolument extraordinaire, c'est cette stabilité de la température, ces 10 000 dernières années. Et ça a été quantifié, c'était plus ou moins 0,5 degrés. Et ça a permis quoi? Ça a permis la sédentarisation. L'Homo sapiens s'est sédentarisé parce que finalement le climat était extrêmement favorable. Ça a permis l'élevage, l'agriculture et l'installation de toutes nos villes. Alors, si on regarde les projections du GIEC, les projections donc, climatiques, vous voyez que après cette période un peu bénie de température favorable à Homo sapiens, on décolle. On décolle et on va décoller. Alors, ça va dépendre de nos activités, de la façon dont on va gérer le changement climatique. Vous avez 3 degrés, 4, 5 degrés. Donc, vous voyez, ce qui est impressionnant dans cette courbe, c'est que on va se transformer. On va quitter une zone de confort qui était la nôtre pour des choses climatiques fort différentes. Alors, on s'est intéressé au changement climatique et l'effet sur les espèces qui ne pouvaient pas se déplacer, bien sûr. Alors, vous avez ces espèces de coralliens, vous connaissez le blanchiment des coraux, et voilà, et sur les algues ou les végétaux. Comment on modélise ça? On prend toutes les espèces marines, les espèces de poissons, on regarde leurs préférences de température. Par exemple, une morue, elle est mieux, c'est sûr, vivre aux alentours de 4-5 degrés. Si vous prenez un barracuda, c'est plutôt 20-25 degrés. Et vous regardez les habitats de toutes ces espèces, donc vous faites des cartographies, et vous couplez ça avec les modèles du GIEC, l'IPCC, qui nous ont donné les évolutions climatiques spatialisées. Donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que le plus impacté va être la zone tropicale. Vous voyez cette zone tropicale qui est en rouge. Vous allez avoir plus des zones, par exemple dans la zone intertropicale, des espèces qui vont avoir trop chaud, donc qui vont migrer soit au nord, soit au sud, et qui vont migrer. Et donc, on a quantifié ça, et donc vous avez des diminutions de capture dans cette zone qui vont être les plus importantes. Alors, c'est important parce que c'est la zone où il y a le plus de demandes de protéines bon marché. Je vous ai cité au Sénégal,
le Sénégal vit aujourd'hui avec des sardinelles. Les sardinelles, c'est des grosses sardines. Je vous ai dit, tous ces beaux poissons qui étaient là, le tiof, les mérous, les courbines, etc., ont quasiment disparu. Aujourd'hui, l'essentiel des apports de la pêche sénégalaise, ce sont des sardinelles. Alors, on est en train d'étudier ça, de voir à quelle vitesse ce stock de sardinelles qui est exploité au Sénégal est en train de migrer vers la Mauritanie. Parce qu'une fois qu'il sera en Mauritanie, il ne sera plus accessible au Sénégal. Donc, ça va être problématique en termes de sécurité alimentaire pour toute cette zone intertropicale et les diminutions de capture. Alors, il y a par exemple, alors là, je ne sais pas pourquoi la diapo n'est pas bien revenue, mais on s'est intéressé aussi qu'est-ce que va devenir la morue qui est pêchée aujourd'hui en Islande et puis en Norvège. Et donc, avec les pertes, il va y avoir une perte d'habitat due au réchauffement et des migrations beaucoup plus au nord. Donc, une raréfaction. Les espèces comme la morue vont, à terme, devenir vraiment insignifiantes. Je vous l'ai dit, c'est un phénomène un peu mondial. Alors, on a pris les captures mondiales dont je vous ai parlé, de la FAO, et puis elles ont été pondérées par la température préférentielle des espèces. Donc, je vous l'ai dit, la morue, mettons à 5 degrés, le barracuda à 25 degrés, tout ça. Et on a regroupé ça, donc des centaines de milliers de statistiques de pêche de chaque pays, et puis on a regardé l'évolution de ça. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Ce dont on s'est aperçu, c'est que la température, en quelque sorte des captures, augmente. Et quand le chercheur, c'est Daniel Pauly qui a fait ça, quand il a fait ça, je lui ai dit, mais c'est pas possible dans des données, je dirais, assez grossières, de voir que les pêches se tropicalisent, parce qu'on a de plus en plus, c'est ce qu'on observe, on a de plus en plus d'espèces d'eau chaude et de moins en moins d'espèces froides. Eh bien, ça transparaît même avec des captures aussi grossières que les captures de la FAO. Donc, ça veut dire que derrière, il y a un processus qui est extrêmement fort. Et donc là, ils ont fait ça au niveau mondial. Donc, ce qui veut dire que les pêches se tropicalisent. On vit de plus en plus dans un monde tropical. Et que, vous voyez, par exemple, toutes ces tendances lourdes, là, c'est pour la Méditerranée. Donc, ça, c'est un champ d'activité maintenant de voir qu'il y a de plus en plus d'espèces qui sont d'eau chaude. Alors, ça c'est, je dirais, des effets qu'on peut imaginer de façon directe. En réalité, le changement climatique, ça a plein d'effets un petit peu sournois sur la dynamique des ressources. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé à Sète, et à Sète, ils ont fait... les pêcheurs sont venus un jour, et là, dans ces années, vous voyez, il y avait une chute des captures. Alors, les pêcheurs sont venus au centre océanographique, et puis on dit, mais on ne pêche plus de sardines. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont devenues toutes petites. Alors, les chercheurs ont fait plein d'hypothèses, de prédation par le thon rouge, plein d'hypothèses diverses et variées. Et celle qui ressort vraiment, c'est que avec le réchauffement climatique, le plancton, qui était un type de plancton qui était préférentiel des sardines, a disparu, a été remplacé par un autre plancton. Et cet autre plancton, les sardines ne les mangent pas. Donc, elles sont finalement devenues petites, elles sont un peu affamées, donc elles sont très maigres et elles ne sont pas commercialisables. Donc, vous voyez, il y a des effets boule de neige qui sont un petit peu inattendus dans ce changement climatique. Alors, on a fait ça à Sète, et puis après, j'ai été voir mes collègues espagnols et puis même tunisiens, et ils observent la même chose. Donc, il y a vraiment un processus important. Alors, aussi à Sète, alors vous allez me dire, c'est les mauvaises nouvelles à Sète, mais il y a le chercheur en 2022 qui vient et puis qui me dit on a un problème parce que la mer s'est réchauffée. Vous savez, c'était l'été extrêmement chaud. C'était 2022, hein, ou 2021. Moi, je me perds toujours dans les dates. Toujours est-il qu'il me dit entre 0 et 30 mètres, on avait des températures de 28, 29, 30 degrés. Et donc ça a duré des fois une semaine.
Et ça, vous voyez, ça a tué les gorgones. Ça a tué les gorgones. Alors voilà des gorgones en situation normale. Alors gorgones, c'est ces coraux absolument extraordinaires. Quand on plonge, on voit ces coraux rouges, jaunes, tout colorés, qui sont absolument admirables. Eh bien, le changement climatique et ces vagues de chaleur, parce qu'on parle aussi de vagues de chaleur en milieu marin, ont tué ces gorgones et c'est des coraux. Hein. On les a blanchis. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est des structures qui sont là depuis des centaines d'années, parfois des milliers d'années, et donc qui vont mettre beaucoup, beaucoup de temps à se régénérer. Et récemment, vous voyez, je vous ai parlé du milieu terrestre, du milieu marin, mais c'est vrai qu'on peut comparer les vagues de chaleur marine qui sont un peu une fenêtre sur notre avenir, tout comme les incendies de forêt. Vous voyez, les incendies qu'on a vus en Californie, au Brésil, etc. Et ça, c'est un peu une chose qui est moins médiatisée, mais qui est aussi importante, c'est ces vagues de chaleur. Alors, on peut être dans cette histoire de changement climatique et puis de migration de ressources. On peut être cynique et puis se dire, ben voilà, il va y avoir des perdants, il va y avoir des gagnants. Alors, j'avais dit à mes équipes, là, il faut voir si c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que, est-ce que globalement, l'océan est perdant avec ce changement climatique ou bien est-ce que ça va gagner? Parce que les zones arctiques vont s'enrichir, ça c'est clair. Il va y avoir beaucoup plus de production. Donc, est-ce qu'au niveau global, on est gagnant ou perdant ou c'est un jeu à somme nulle? Et donc, on a fait tourner beaucoup de modèles et ça a permis aussi d'alimenter ce qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, qui est l'IPBES, qui est aussi une plateforme qui s'occupe de la biodiversité et qui intègre bien sûr les résultats du GIEC. Donc on a fait ça et on a montré qu'il y avait une diminution des captures. Alors je vais pas, il y a des chiffres qui sont avancés, vous voyez, des diminutions de capture de 20 à 25% d'ici le 21e siècle, la fin du 21e siècle. C'est des chiffres vraiment préliminaires, mais tous les modèles convergent, je dirais, vers des chutes et des chutes assez importantes. Donc rappelez-vous, on compte sur 22% de capture en plus d'ici 2050. Ça va être difficile à obtenir. Alors, tempête numéro 4, c'est les points de rupture des écosystèmes. Les écosystèmes, alors voilà, ça c'est par exemple une représentation, voilà ce qu'on modélise des interactions entre les espèces. Alors je vous l'ai dit, pour les poissons, les gros mangent les petits. Alors je vous l'ai dit, tous les poissons pondent des œufs d'1 millimètre, ce qui veut dire que la proie peut manger son prédateur, chose que vous ne verrez pas en milieu terrestre. En milieu terrestre, vous ne verrez pas un lion être mangé par une antilope, c'est pourtant ce que vous voyez en milieu marin. Parce que quand une morue fait quelques millimètres, elle peut être mangée par un hareng. Donc, la proie peut manger son prédateur. Donc, ça donne un jeu, et il y a beaucoup de modélisations, en tout cas, qui sont fondées sur cette relation. Le grand mange le petit. Et donc, les modèles sont bâtis de la sorte en milieu marin. Donc c'est un jeu d'interaction trophique et il est mis à mal par la surexploitation et le changement climatique. Alors vous avez tous vu où étaient piqués par des méduses. En réalité, les méduses, c'est le résultat de ruptures de fonctionnement dans les écosystèmes marins. Alors, vous voyez, sur cette courbe, ce graphe, on note le rôle des poissons pélagiques dans les écosystèmes. Alors, on a appelé ça taille de guêpe. Ces poissons, vous voyez, c'est les poissons fourrage, ce qu'on appelle fourrage. Alors, c'est des poissons comme le hareng, les maquereaux, mais il y a surtout des sardines, des anchois, voilà, et tout plein d'espèces qui sont extrêmement abondantes dans le milieu marin et qui nourrissent en réalité les gros poissons, qui nourrissent aussi les mammifères marins et les oiseaux. Alors, j'ai beaucoup travaillé, moi, en Afrique du Sud et en Namibie. Alors, en Namibie,
ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait, vous voyez, bon, il y a un graphe qui montre les captures de sardines et d'anchois. Et ce qu'on voit, c'est que dans les années, après des années 90, voilà, toute cette période-là, le stock qui était très abondant s'est effondré. Et s'est effondré à cause de la surexploitation et à cause aussi de changements climatiques et de courants. Donc, et ce qui ne s'est pas produit dans ce que vous voyez là, l'Afrique du Sud, où vous voyez qu'il y a toujours des sardines et des anchois en abondance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'était une expérimentation à taille réelle. Qu'est-ce qui se passe quand on retire tous ces poissons fourrages de l'écosystème? Eh bien, les méduses qui étaient vraiment négligeables avant les années 70, il y avait des biologistes marins qui avaient noté la présence de méduses, ont complètement envahi l'écosystème marin. Et on est passé dans les années 80 à 12 millions de tonnes, et parfois 40 millions de tonnes, années 80, 12 millions de tonnes. Donc, on a eu ce qu'on appelle un changement de régime dans les écosystèmes. C'est-à-dire que, comme on avait retiré ces anchois et ces sardines, ils ont été remplacés par une espèce qui se reproduit très vite et qui est devenue très abondante. Alors, les méduses, elles sont dans tous les écosystèmes mondiaux, mais elles sont, quand vous avez beaucoup de diversité et puis beaucoup de poissons, elles sont, elles sont sous forme de traces. Parce qu'en réalité, on s'est aperçu, et ça c'est des travaux récents, au début, on se disait, mais les méduses, elles sont mangées par quelles espèces? Et il y avait une liste très, très limitée d'espèces, le thon rouge, voilà, le thon rouge, il y avait les tortues marines, etc. Et en réalité, des travaux récents ont montré que tous les poissons mangent les méduses, sous forme d'œufs, sous forme de larves de méduses, mais ils les mangent. Donc, quand vous avez dans l'écosystème 10 millions de tonnes de sardines qui filtrent l'écosystème, vous n'avez pas de méduses. Mais là, les méduses ont pris le pas et se sont installées avec des millions de tonnes. Et une méduse, vous savez, c'est urticant et ça peut capter toutes les œufs et larves qui sont autour. Donc, elles captent finalement, elles empêchent les poissons de revenir parce qu'elles mangent les œufs et les larves des poissons. Donc, voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est une photo de méduse, d'un trait de chalut, de chalut. Et vous voyez que on voit quelques sardines et beaucoup de méduses. Tout ce que vous voyez qui est flasque là, ce sont des méduses. Donc les pêcheurs sont pas très contents. Ce qui a été estimé aussi, c'est tous les oiseaux marins, parce que les oiseaux marins, bien sûr, ils se nourrissent de poissons. Et les oiseaux marins se nourrissent de poissons comme les sardines et les anchois. Parce qu'il y a de la graisse dedans et c'est vraiment ce qu'il leur faut pour survivre et se reproduire. Et ce qu'on a vu, alors vous voyez une photo avant l'effondrement. Ça, c'est les manchots du Cap et de Namibie. Et puis après, voilà, les colonies ont complètement disparu. Et les chercheurs ont estimé donc les diminutions des oiseaux manchots d'Afrique et fous de bassin à 77 et 94 respectivement, dû à l'absence de nourriture. Donc, ça vous montre aussi que dans un écosystème, il faut préserver toutes les composantes. Quand vous commencez à surexploiter trop violemment une composante, vous déstabilisez. Et là, ça a donné, je dirais, une catastrophe écologique, c'est-à-dire que les oiseaux, vous voyez, les oiseaux, alors, il y a aussi les mammifères marins. Les mammifères marins se nourrissaient de sardines et d'anchois. Alors, ils se sont tournés vers le merlu, mais le problème, alors les gros ont survécu, mais le problème, c'est que la croissance des jeunes mammifères marins est très mauvaise parce qu'il leur faut de la graisse qui est contenue dans les sardines et les anchois. Et donc, cette graisse, elle n'est pas contenue dans les merlus qui sont des poissons beaucoup plus maigres. Donc, on a vu des mortalités énormes de mammifères marins. Donc, ça affecte vraiment l'écosystème dans son entier. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop déprimé. Comment on peut contrer ces nombreuses tempêtes? Je dirais qu'il y a des tempêtes. On a vu la tempête du changement climatique. Donc ça, je ne vais pas vous donner la recette pour contrer cette tempête-là. J'en suis bien incapable. Mais la surexploitation, c'est vraiment une chose facile à faire. Il y a beaucoup de pays
qui gèrent extrêmement bien leurs ressources et qui arrivent à avoir du poisson, des pêcheurs, des emplois. Et ça, c'est pas si compliqué que ça. Alors, mais ça s'inscrit dans un cadre. Alors, pardon, c'est un cadre qui s'appelle l'approche écosystémique des pêches. Et l'approche écosystémique des pêches, c'est quoi? C'est réconcilier l'exploitation, mais aussi la conservation des espèces marines dans un contexte de changement climatique. Donc, ça va être maintenir la biodiversité, maintenir des captures élevées, parce que bien sûr, quand vous surexploitez, il n'y a plus de poissons. Donc, vous continuez à pêcher, mais vous pêchez de moins en moins. Donc, il faut rétrograder, parce que c'est une courbe en cloche, et puis vous arrivez à ce moment-là à produire plus, à recréer des emplois et à recréer des populations de poissons. Donc, c'est maintenir aussi des emplois importants. Aujourd'hui, en France, tous nos ports sont désertés par les pêcheurs parce qu'il n'y a plus assez de poissons. Donc là, récemment, à Sète, ils ont détruit encore tous les chalutiers parce qu'il n'y a plus assez de poissons. Donc, la surexploitation, ça entraîne aussi tous ces aspects sociaux et économiques. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, c'est réduire les consommations d'énergie fossile. Je vous ai cité le chalutage. Le chalutage, c'est vrai que c'est énormément gourmand, des fois mètres cubes par jour d'énergie fossile, de fuel. Et donc, il faut aller vers des solutions plus économes. Alors, par exemple, on a travaillé, moi donc j'ai travaillé aussi sur les oiseaux marins, et puis la question qu'on s'était posée dans ce cadre-là de l'approche écosystémique, bon voilà, les oiseaux meurent parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. Alors, la question c'était combien faut-il laisser dans les océans de poissons pour nourrir les oiseaux? Donc, ce qu'on a fait, on a fait une étude mondiale. Alors, j'ai téléphoné à pas tous les oiseaux, mais tous les gens qui travaillent sur ces oiseaux, et je leur ai demandé, vous avez des séries sur 40 ans de population parentale, combien ça donne de petits oisillons sur 40 ans? Vous voyez le travail de prospection, c'est un travail colossal. Et puis, combien chaque année il y avait de poissons dans la mer? Donc ça, on sait aussi faire. Donc voilà, et on a confronté ces séries et on a résolu cette question. Eh bien, il faut laisser à peu près un tiers de l'abondance maximale de poissons si vous voulez avoir des populations d'oiseaux qui soient saines et qui arrivent à se reproduire. Donc, vous voyez, des questions comme ça, les scientifiques savent faire. Et donc, ça, c'est une chose qui a été... Voilà, on a publié ça dans Science, donc c'est la meilleure revue. Donc, une grande revue, donc ça passe tout de suite dans les médias. Et il n'y a que, je dirais, ça commence à venir en Europe. Ça a tout de suite été adopté en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Donc, il y a eu beaucoup de pays qui ont pris cet indicateur-là et qui l'ont transposé dans leur propre pêcherie comme indicateur pour les pêches. Parce que jusqu'à présent, la plupart des pêcheries, on donne un quota. On donne un quota, c'est-à-dire qu'on gère les pêcheries une par une. Alors, par exemple, vous avez le stock de morue et on s'assure que la morue se reproduise bien et qu'elle soit là l'année prochaine. Mais ça, aujourd'hui, c'est pas suffisant parce qu'il faut savoir aussi quel est l'impact sur les autres espèces. Donc, vous voyez, c'est un jeu aujourd'hui beaucoup plus compliqué. Et ce jeu, il montre que, vous voyez, quand on abaisse les populations par la pêche, parce que dès qu'on pêche, on abaisse les niveaux d'abondance des populations, on les abaisse à 20%, 25%. Et si on veut maintenir la vie dans l'écosystème, il faut être beaucoup plus précautionneux. Donc, il y a plein de chiffres qui sont avancés, mais c'est grosso modo 40%. Il faut laisser d'abondance de chacune des espèces pour pouvoir avoir un écosystème qui fonctionne et pas avoir des mauvaises surprises, comme par exemple toutes ces méduses qui envahissent depuis des années et des années l'écosystème namibien. Alors, on n'a pas parlé de la morue au Canada, mais c'est un peu la même histoire. Cette approche écosystémique, elle est fédérée, je dirais, d'une façon un petit peu différente. C'est l'agenda 2030. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, bien sûr.
ce sont les objectifs du développement durable. Et donc la pêche, vous voyez, la pêche, vous avez différents objectifs, il y en a 17. Si on veut un développement durable, il faut à la fois s'attaquer au problème de la pauvreté, s'attaquer au problème de la faim, avoir une bonne éducation, réduire les inégalités, traiter du problème du changement climatique, et puis le 14 qui est la vie dans les océans et avoir des océans qui soient productifs et sains. Alors bien sûr, on peut avoir des océans pleins de poissons, avec des beaux coraux, etc. Mais si tout le monde meurt de faim et si vous avez des inégalités qui sont croissantes, on ne pourra pas appeler ça du développement durable. Donc voilà. Donc, et ça, je dirais que ça a été promu au niveau international, c'est l'agenda 2030, mais l'Europe avait fait, moi j'ai travaillé beaucoup à l'Europe, et ça a vraiment fait, je dirais, ça a cristallisé quand même notre approche sur la durabilité et une vision un peu modernisée, démocratique de qu'est-ce que la durabilité et le développement durable, en essayant au maximum de concilier toutes ces composantes, ces 17 objectifs. Parce que c'est ce que je viens de vous dire. Donc, il y a eu, tous les 4 ans, il y a une évaluation de ces ODD et il y a eu un rapport qui a été fait qui était très bien qui insistait sur il faut que nous, chercheurs, et puis nos sociétés, nos politiques aussi, se concentrent sur les interactions, les synergies et les compromis entre ODD. Alors voilà, c'est par exemple les interactions entre pauvreté, emploi, et puis exploitation des ressources. Donc voilà, il y a des compromis à faire et des interactions à trouver. Donc ça, il y a beaucoup de travail scientifique qui doit être fait dans ce sens-là. Alors, il y a eu un rapport, là, ça vient juste c'est assez récent, septembre 2023. Et pour l'ODD 14, il y a eu des objectifs qui ont été assignés. Voilà, on a des objectifs. Et ils ont bien du mal à être atteints, notamment pour l'ODD 14. Donc, 2024-2025, c'est l'année des océans. J'espère qu'on va faire un grand pas en avant pour que ces ODD, ces objectifs du développement durable, se confortent et soient atteints. Alors, on vient de publier un article là, sur, justement, pour cette année des océans, avec 11 actions pour une transition des pêches, avec toutes les actions qu'on pourrait mener du point de vue environnemental. Donc voilà, en considérant, on a fait des propositions sur l'empreinte carbone, sur la sauvegarde des espèces sensibles, sur le problème de surexploitation et tous les aspects socio-économiques qu'il va falloir concilier, donc les subventions, les surplus, les emplois, etc. Donc ça on a proposé 11 actions pour une transition des pêches vers ces objectifs du développement durable. Et c'est, je dirais, assez concret. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail maintenant, mais c'est une... Alors, on parle beaucoup, vous savez, de protection des océans. Et là aussi, un article qui vient d'être publié qui a regardé vraiment si on protégeait pleinement, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ce que vous appelez une réserve marine, une réserve protégée, donc qui soit vraiment protégée, pleinement protégée, ces aires marines. On a essayé ils les ont quantifiées et vous voyez, on a cet objectif de 30% à 2030 et dans la réalité, on en est à 2,6% de la surface des océans qui soit pleinement protégée. Donc, sans exploitation minière, sans pêche au chalut, etc., etc. Donc, essayer d'avoir une petite attention à la nature voilà, parce que là, ça laisse quand même presque 88% de 98% de pleinement exploité. Donc voilà, donc il y a vraiment des efforts à faire. Et on a publié aussi récemment un guide, donc c'était dans Science aussi, un guide sur les définitions. Parce que souvent on vous dit, l'aire marine, elle est vraiment protégée, mais en réalité vous avez de l'extraction minière et vous avez de la pêche, ou voilà, il y a plein de choses qui s'y produisent. Donc c'est pas une aire marine protégée.
Donc, on a voulu mettre un peu les points sur les i et on a défini ce que c'était que pleinement protégé, protégé fortement, modérément ou de façon minimale. Il faut être un peu rigoureux quand on crée ces genres de zones protégées. Donc voilà, donc, dans ce guide des aires marines protégées, vous voyez, il y a par exemple, voilà, si on considère que c'est pleinement protégé, ben, il ne faut pas faire d'extraction minière, il faut pas trop ancrer les bateaux, il ne faut pas construire trop d'infrastructures, peu d'aquaculture, pas de pêche, et puis voilà, et le tourisme un peu. Voilà, donc vous voyez, pour chacun niveau de protection, vous avez un certain nombre d'activités qui sont permises à un certain niveau. Alors ce papier-là est important et il était repris dans pas mal de pays aujourd'hui pour définir voilà ce qu'on entend par je protège mes aires marines protégées hautement ou je protège modérément. Donc c'est important parce que souvent il y a des petites astuces qui font qu'on dit mais on ne fait pas. Voilà, vers une transformation bleue, il faudra vraiment, bien sûr, lutter contre le changement climatique. Ça va être notre gros problème. Il y a toute une tendance, je dirais, pour concilier un petit peu toutes ces composantes des ODD, notamment l'emploi des hommes, des femmes, pour avoir des engins de pêche plus sélectifs, plus économes en énergie fossile, créatrices d'emplois. Voilà, il faut, je pense, soutenir des secteurs d'activité de pêche artisanale plus durables. Là, c'est vrai qu'il y a ONG Bloom qui fait pas mal de choses. Manger du poisson durable, sauvage, et bannir des espèces surexploitées. C'est vrai que les sturgeons sauvages, les anguilles. Alors les anguilles, vous voyez, moi aussi je suis dans Éthique Océan. Alors Éthique Océan, c'est un guide pour ils produisent un guide pour les professionnels pour savoir, c'est compliqué, je veux dire, quand vous allez chez votre poissonnier, savoir déjà si c'est un poisson d'élevage, si c'est un poisson sauvage. Et si c'est un poisson sauvage, par exemple, vous achetez de la morue de mer du Nord, elle est surexploitée. Morue de Norvège, elle n'est pas surexploitée. Donc c'est compliqué. D'autant que, en tant qu'acheteur, on est tous pareils. On regarde le prix, on regarde la fraîcheur, on regarde des tas d'arguments, mais il y a des études scientifiques qui ont montré que les aspects durabilité passaient généralement en 5 ou 6 ou 7e position. Donc voilà, donc il faut faire attention et vraiment éviter ces espèces qui sont surexploitées. L'anguille, alors l'anguille, il y a Éthique Océan qui a produit avec l'engagement des professionnels. Alors moi, je suis aussi je participe à un concours de cuisine durable tous les ans, c'est très sympathique. Et donc, il y a des jeunes qui viennent et qui font des plats. Donc après, ils sont notés sur la qualité de leurs plats. Généralement, c'est des grands cuisiniers, très jeunes, mais très, très compétents. Et puis après, on les interroge l'après-midi sur pourquoi vous avez choisi votre poisson, qu'est-ce que vous appelez un poisson durable, etc., etc. Alors j'ai fait le concours, en tant que jury et en tant que dégustateur pendant 5 ans. Alors au début, c'était vraiment balbutiant, et les dernières années, c'est absolument incroyable comme quoi la mobilisation de toute cette génération de jeunes cuisiniers pour vraiment prendre conscience des produits locaux, de l'impact sur le monde vivant, de la biodiversité, de cuisiner des anguilles, etc., etc. Donc vraiment, c'est encourageant. Protéger la diversité, faire ce qu'on en a promis de faire et qu'on ne fait pas. Alors, vous savez, on a promis 30% d'AMP avec 10% en protection intégrale. Alors, donc, on verra. Donc, c'est la plus forte. On verra ce que ça donne dans le futur. Mais c'est bon de se fixer des objectifs, sinon on ne fera rien. Et puis, on peut manger, bien sûr, des produits d'aquaculture de bas niveau trophique. Il y a beaucoup en aquaculture. Alors, quand on parle d'aquaculture, en réalité, 70% de l'aquaculture mondiale, c'est l'Asie. Nous, on a
On fait très peu d'aquaculture, on achète des produits d'aquaculture, je vous les ai cités tout à l'heure, mais voilà. Et on fait bien sûr, nous, des produits comme... Alors, on commence les algues, il y a beaucoup de cuisiniers qui même traitent les algues, les huîtres, les moules, donc tous les mollusques, et puis bien sûr sardines, anchois, moins de poissons carnivores, bien sûr, les saumons, crevettes, vous avez plein de poissons qui sont situés très haut dans les chaînes trophiques, et ces poissons-là consomment des farines de poisson. Alors tout à l'heure, je ne vous ai pas montré, mais vous avez vu les courbes de la pêche et puis après la courbe de l'aquaculture qui augmentait de façon incroyable, presque exponentielle. Alors ce qu'il faut voir, c'est que ces deux courbes, elles sont reliées entre elles en réalité, parce que quand on pêche, je vous ai dit à peu près 100 millions de tonnes, il y a 25 millions de tonnes qui va partir en farine de poisson pour nourrir l'aquaculture. Donc, ces 25 millions de tonnes, enfin pas tout, mais 70% presque va partir pour nourrir les poissons d'aquaculture. Alors, ce qu'il y a, c'est que bien sûr, on connaît les poissons carnivores, donc le saumon, il est nourri. Alors, il faut reconnaître que l'aquaculture fait d'immenses efforts pour diminuer les quantités de protéines animales à donner à ces poissons voraces, comme le saumon, ou bien alors, vous savez, il y a les dorades, les thons, etc. Thon rouge, par exemple. Mais ce qui se produit, c'est que, par exemple, maintenant, les crevettes sont nourries aussi avec de la farine de poisson, alors que c'était des détritivores. Donc, on réinjecte pour les faire pousser, bien sûr, plus vite. Donc, voilà. Donc, il y a une grosse... Vous voyez, ce secteur de pêche et d'aquaculture sont intimement liés, même s'il y a des efforts qui sont faits, je vous l'ai dit, pour améliorer la consommation de protéines animales en aquaculture. Alors, les raisons de notre faible réactivité face à ces tempêtes, hein, on a plein de tempêtes, et puis on réagit. Alors, bon, bien sûr, la première chose, c'est qu'il y a des intérêts économiques, sociopolitiques, donc une certaine inertie. Il y a aussi des pouvoirs et des lobbies industriels financiers. Vous avez vu cette étude-là que je vous ai présentée au début, en disant il y a quelques grands acteurs. Et d'ailleurs, les gens que je connais bien qui ont fait cette étude-là, ils sont à Stockholm, et ils ont fait une chose extrêmement intelligente. Ils ont donc quantifié finalement le pouvoir économique de ces grands acteurs, et ils ont été les voir. Ils sont dans un processus d'aller les voir et de leur dire, ben voilà, il faut discuter avec les scientifiques, on va discuter, nous voilà notre vision des choses, vous avez la vôtre, mais on va interagir. Donc ça je trouve ça immensément intéressant comme approche. Voilà. Donc, bon, il y a ça qui aussi qui fait partie de l'inertie. Voilà, il y avait le cynisme aussi. Bon, il y a des gagnants et des perdants, par exemple, dans le changement climatique et la migration de ces espèces. On l'a vu, il y aura que des perdants. Je pense qu'il y aura beaucoup de perdants, très peu de gagnants. Et au niveau global, c'est pas un jeu à somme nulle, c'est un jeu à somme négative. Même si les chiffres sont encore grossiers. Il y a des changements qui apparaissent encore lents à l'échelle humaine. C'est Daniel Pauly, en 1995, qui a fait un petit papier qui a marqué vraiment je dirais au-delà de la communauté scientifique en milieu océanographique, c'est le shifting Bayesian. C'est-à-dire, d'une génération à l'autre, on perd nos points de repère. Si vous interrogez un Sénégalais aujourd'hui, vous lui dites, il va voir un ou deux pieuvres dans une pirogue, il va dire « Oh là là, il y a beaucoup de pieuvres cette saison ». Et moi qui ai vu les pieuvres en 1980, je vais dire « Mais non, il n'y en a plus ». Donc, vous voyez, et d'une génération à l'autre, on s'habitue à la dégradation de notre environnement. Comme quand on va se promener dans la nature, on voit trois oiseaux, on va dire « Oh là là, il y a plein d'oiseaux ». Mais non, il n'y en a pas du tout, il n'y en a plus. Donc voilà, donc ça c'est aussi cette perte, ça s'appelle en anglais shifting Bayesian, cette perte de mémoire intergénérationnelle. Bon, il y a un biais cognitif lié au fait que les gens attachent une grande probabilité subjective aux événements vécus. Ben, c'était mon cas, hein. Moi au Sénégal j'ai vu cette grande... Voilà, on a tous des histoires à raconter, des entre guillemets anecdotes. Et puis il y a notre cerveau. Et notre cerveau, alors là, il y a des études très bien faites qui montrent une chose qui est peu enclin à traiter les choses du futur. Notre cerveau, d'abord, il est assez feignant, donc il
il prend dans le passé, et ça a été montré dans des articles scientifiques que je peux vous donner, qui sont publiés d'ailleurs dans Science, il prend de notre passé des événements, mais qui nous ont marqués. Donc, c'est un passé un peu sélectif. On ne fait pas des synthèses très bonnes de notre passé. On fait des synthèses qui, avec les événements qui nous marquaient, on surreprésente de façon absolument incroyable le présent et le futur, le futur lointain. On n'en a rien à faire. En réalité, notre cerveau, parce que pensez, Homo sapiens, je pense qu'il n'avait pas. Il fallait qu'il vive au jour le jour ou à la semaine, un peu comme nous, mais il n'avait pas à se projeter sur 50 ans. C'est une autre forme de fonctionnement. Donc c'est peut-être ça qu'il va falloir apprendre à faire, c'est à penser dans le futur. Et il faut qu'on se méfie de notre cerveau parce que notre cerveau, il va tout le temps nous ramener au présent. Donc ça, c'est aussi important. Et puis, l'insoutenable légèreté de l'être. Voilà. Et bon, pour pouvoir donner un petit peu de morale, je cite toujours Guillaume d'Orange qui dit une chose formidable: il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Donc voilà, il faut qu'on persévère. Je vous remercie de votre attention. Oui, bonsoir. Les pêcheurs français se plaignent aussi du développement de l'éolien en mer. Ils pensent que ça a un impact important. Qu'en pensez-vous? Alors, l'éolien en mer, il y a... je ne vais pas vous répondre vraiment de façon affirmée parce que j'ai fait une review de projets européens récemment sur ça et c'est pas conclusif du tout. Donc, c'est vraiment des choses que les chercheurs sont en train d'étudier. Il y a des problèmes de bruit qui sont... Et c'est vrai que le monde marin, on découvre au fur et à mesure que tous ces aspects sonores sont absolument essentiels parce que le monde du silence, il n'existe pas en milieu marin. Donc, c'est plein de bruit, plein d'échanges entre les espèces. On s'aperçoit que, par exemple, un petit clapotis à 2 km, le requin vous perçoit, la baleine chante et puis est perçue à des kilomètres à ronde. Donc, il y a tout un système, je dirais, sonore qui est certainement affecté. Alors après, il y a tous les aspects spatiaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'océan, ça a été attribué majoritairement aux pêcheurs. Maintenant, il y a beaucoup d'extractions, les sables, les miniers. Donc, il y a une compétition forcenée aujourd'hui et il y a beaucoup de travaux qui essaient de voir la spatialisation. Ça va être compliqué, voir comment on va pouvoir spatialiser les océans comme on l'a fait au milieu terrestre. Donc voilà, c'est la prochaine aventure. Bonjour, j'ai juste une toute petite question très très pratique. Vous aviez parlé pour le respect du niveau d'équilibre de l'avifaune maritime qu'il fallait un tiers de la production qui soit destinée à cette nourriture. Mais de quelle production? Oui. Alors, ça, c'est un petit peu complexe. C'est un tout petit peu complexe. Pour les oiseaux, vous prenez dans vos séries temporelles d'abondance des poissons, vous prenez le pic, c'est-à-dire la période où vous aviez le plus de poissons. Et vous divisez par 3, et ça vous donne grosso modo. En réalité, ça correspond à l'abondance moyenne sur le long terme des populations de poissons. Alors pourquoi ce tiers? Parce que ce n'est pas une distribution normale. Enfin, ça, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais retenez, et ça, d'un point de vue évolution, c'est complètement logique. C'est-à-dire que les oiseaux, ils sont reproduits en fonction, et ils font leur reproduction en fonction de l'abondance à très très long terme. C'est l'évolution qui a forgé ça, à très long terme, de l'abondance moyenne des poissons dans la mer. Donc c'est... Non, moyenne sur le très long terme. Sur le très long terme. Et ça correspond à un tiers, et c'est un peu compliqué, mais ça correspond, d'un point de vue pratique, vous prenez votre série d'abondance des poissons, par exemple de sardines, vous regardez là où il y a eu le pic le plus fort sur 50 ans, généralement c'était des séries de 50, 60, 70 ans,
et vous divisez par 3, et c'est ça qu'il faut, parce que c'est à peu près où vous faites la moyenne sur toute la série, et ça revient à peu près au même chiffre. Voilà, mais d'un point de vue pratique, on a fait ça. Mais voilà. Donc je peux vous envoyer l'article si vous voulez. Excusez-moi, j'ai une deuxième question. Quelle est, en dehors du fait de ce que vous avez dit, toutes les méthodes pour essayer de corriger nos impacts négatifs, quelle est la faculté des espèces à s'adapter? C'est-à-dire qu'effectivement, une crevette, est-ce qu'elle va pouvoir manger autre chose que ce à quoi elle est habituée aujourd'hui? Est-ce qu'un poisson, au lieu de migrer, est-ce qu'il va pouvoir s'habituer à vivre dans l'eau plus chaude? Est-ce qu'il y a une espèce de résilience possible? Pour s'adapter, il faut beaucoup de temps. Ouais. C'est ça le problème. L'évolution, ça travaille lentement. Ça ne travaille pas comme nous, ça travaille très lentement. Donc, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, l'IRD a montré qu'il y avait des récifs coralliens. Il y en a plein qui ont blanchi. Et comme il y a la diversité, il y a 2-3 plants de corail qui ont survécu et qui continuent à croître. Donc, bien sûr, la nature ne va pas être détruite à 100%. Il y a toujours un petit reste. Et ça permet après de reconquérir dans X années. Mais ça va être un processus extrêmement long. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, ils font des bouturages de coraux qui ont résisté, mais il y en a très peu, qui ont résisté, et puis ils essaient de les repiquer dans des milieux qui sont par nature aujourd'hui plus chauds, parce que les autres meurent. Donc voilà, donc ça c'est un exemple en milieu corallien. Il y a, bien sûr, la nature va d'une façon ou d'une autre s'adapter, mais ce que je vous ai montré, c'est qu'on est quand même dans un monde en transformation. Et la transformation, c'est le changement. Donc la nature va changer. Bonsoir, merci. Vous avez évoqué très rapidement l'acidification. Alors, est-ce que c'est une baisse de la... Bon, je vais jouer aux jésuites. Est-ce que c'est une baisse du pH? Du pH? Non, c'est pas l'acidification. Oui. C'est pas acidification, c'est un terme qu'on emploie pour faire peur. C'est un terme malheureux. C'est un terme malheureux, mais c'est une baisse du pH, bien sûr, parce que c'est basique. Mais cette baisse de pH, vous savez, oui, il faut pas utiliser. D'ailleurs, je vais le changer. Mais quand vous dites une baisse de pH voilà, ça passe mal auprès des médias. Mais vous avez tout à fait raison. C'est pas une acidification, mais c'est une baisse du pH. Alors cette baisse de pH, elle a des conséquences absolument énormes sur tout le plancton qui a des structures calcaires, parce que le pH de l'océan, il n'a jamais bougé depuis des centaines, des milliers d'années. Donc ça, faire bouger que ça devient variable, ça va affecter beaucoup. Et on le voit d'ailleurs, vous savez, nos producteurs d'huîtres, on commence à avoir des problèmes dans la reproduction des huîtres et puis dans la structure calcaire de leurs huîtres qui commence à être rongée par cette baisse de pH. Vous avez tout à fait raison. Est-ce que vous pouvez rappeler pourquoi il y a une baisse de pH et pourquoi ce n'est pas un mono-acidification? Parce que l'eau ne devient pas acide. L'eau ne devient pas acide. L'acidité, c'est en dessous de pH 7, donc elle ne devient pas acide. Voilà. Donc, il y a une baisse du pH qui est vers 8, et donc ça baisse un peu, mais l'eau ne devient pas acide. Et c'est causé par quoi? Ça, c'est à cause du CO2. C'est à cause du CO2 qui est dans l'atmosphère, qui a augmenté. La concentration en CO2 a augmenté. C'est passé de, je sais pas, 360 à 400, on doit être à 420 quelque chose. Donc, voilà. Donc, c'est des ppm. C'est peu. Je veux dire, des parties pour millions. Mais ça bouleverse complètement cette petite mince pellicule qui est autour de la Terre. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question. Une partie de l'oxygène que nous respirons vient des océans à cause de plancton ou de bactéries. Je crois que là, c'est des cyanobactéries qui synthétisent de l'oxygène. Est-ce que le changement des océans pourrait conduire à une baisse de la population de ces bactéries et conduire à une moins bonne production d'oxygène dans l'atmosphère? Ça modifie le plancton. Ça, c'est clair. Donc, ça va modifier vous savez, les océanographes, ça va modifier les courants,
ça va modifier tout le plancton. Je vous ai donné un exemple sur le plancton et l'alimentation des sardines. Voilà, il va y avoir plein de bouleversements alors les cyanobactéries, je ne connais pas trop. Il faudrait voir avec peut-être Roscoff ou les laboratoires français qui travaillent là-dessus, mais il va y avoir des changements, c'est évident. Après, juste pour compléter la question, on n'a pas à s'inquiéter sur la quantité d'oxygène respirable. En fait, l'oxygène qu'on respire a été accumulé pendant quelques centaines de millions d'années. Même si les forêts diminuent et que les planctons diminuent, ce qui est dommageable en soi, il y aura toujours assez d'oxygène à respirer. On n'est pas sur ces échelles de temps-là. Alors, juste pour terminer, l'oxygène, j'en ai pas parlé, parce qu'on peut parler de tas de sujets passionnants dans le milieu marin. L'oxygène, c'est un facteur limitant. Vous savez, vous avez 1% d'oxygène en milieu terrestre, il y en a beaucoup moins en milieu marin, et c'est un facteur limitant. Alors, je donne toujours cet exemple-là. Vous savez qu'un lion, quand il regarde sa proie, qu'est-ce qu'il calcule? Il calcule combien d'énergie il va devoir mettre pour lutter contre la gravité. Donc, pour déplacer sa masse musculaire. Donc, il ne va pas forcément, ça va lui demander beaucoup d'énergie. Un requin ou un prédateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer, en réalité, la quantité d'oxygène, parce qu'elle est en réalité, les poissons, ils sont toujours un petit peu en apnée. L'oxygène, il est faiblement dissous dans le milieu marin, et donc, il va calculer la quantité d'oxygène pour aller attraper sa proie. C'est pour ça qu'il ne va pas tout le temps, parce qu'il a plus la gravité à lutter contre la gravité. Lui, il est confortablement dans son milieu aquatique, mais c'est ça, il va calculer ça. Donc, c'est des jeux complètement différents au milieu marin. Et donc, avec le réchauffement, la quantité d'oxygène diminue dans les eaux, et ça, on le voit déjà. Et donc, les poissons, ils sont obligés d'être plus petits. Parce que plus vous grossissez, plus vous avez besoin d'oxygène. Et donc, les poissons sont plus petits. Et ça, on le voit. Et bien sûr, en aquaculture, la première chose que font les aquaculteurs, ils mettent un bulleur dans leur bassin d'aquaculture. Pourquoi? Pour augmenter le taux d'oxygène pour que leurs poissons grandissent plus vite. Donc ça j'en ai pas parlé parce qu'on pouvait... Déjà, je suis en retard, mais on pouvait rester des heures sur ce thème-là, sur ce thème de l'oxygène dans les océans. Et ça va être un gros sujet. Voilà, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Sciences et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone Afis Sciences. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt!